Bonjour à tous, bonjour et bienvenue chez BVA Excite pour ce nouveau webinaire, le numéro 6 de notre série On the Move consacrée aux mobilités. Un petit rappel des épisodes précédents que nous avions consacrés à divers sujets, la mobilité sous contrainte, les radicalités dans la mobilité, l'impact carbone de nos mobilités de loisirs. Et pour ce sixième épisode, nous avons choisi de parler d'une population qui n'est pas si simple de définir puisque nous nous sommes intéressés aux jeunes, aux jeunesses dans les territoires non urbains, d'où ce jeu de mots, merci Marc, les jeunesses dorées, c'est-à-dire finalement les Français de 15 à 30 ans qui habitent dans des espaces ruraux ou dans des petites agglomérations de 2 à 20 000 habitants. Population, en effet, qu'il est assez complexe de définir. Quand on fait des recherches sociologiques sur le sujet, on s'aperçoit qu'il n'existe pas nécessairement de vocabulaire adapté à cette population, si ce n'est en opposant ces jeunes aux jeunes des territoires urbains. Alors, dans ces espaces plus qu'ailleurs, les fonctions premières de la mobilité sont questionnées. On parle évidemment de la fonction sociale de la mobilité pour l'accès à l'emploi, l'accès aux études, l'accès à la vie sociale, aux loisirs. Également une fonction d'inclusion de la mobilité en termes d'égalité des chances des individus, d'égalité des chances des territoires, d'accès aux différents services publics. On parlera en particulier de l'accès aux soins, à la santé. Et finalement, donc, c'est une problématique qui est charnière pour ces jeunes à un moment de leur vie où ils finissent des études, ils rentrent dans la vie active avec, on le verra, énormément de contradictions, de contraintes, des considérations écologiques, mais une recherche d'efficacité, la volonté d'accéder à un ensemble de services, et encore plus aujourd'hui avec l'accès au numérique dont ils sont friands. Donc autant de tensions sur lesquelles nous allons revenir tout à l'heure pour voir ce qui caractérise ces jeunes en particulier. Et alors pour ce sixième épisode, j'ai la joie et l'avantage d'être accompagné donc d'experts. Pour commencer, Hugues Menant. Hugues, vous êtes donc directeur de l'association La Roue de Secours, membre du réseau Mobine. Vous vous présenterez tout à l'heure, bien entendu. Merci Hugues. Laurent Eisenman, vous êtes directeur du programme Nouveaux usages et services ruraux au sein de l'accélérateur d'innovation consacré aux nouvelles mobilités du groupe SNCF qui s'appelle Tech for Mobility. Et Philippe Lewellyn de l'agence d'ethnographie digitale Uptowns, à qui je vais directement laisser la parole pour nous éclairer sur les nouvelles tendances concernant ces jeunes Français de 15 à 30 ans. Merci Fabien, bonjour à tous, merci beaucoup d'être parmi nous. Donc je suis Philippe, je suis le cofondateur d'Uptowns. On est un cabinet d'insight culturel qui a pour ambition d'aider les marques, les entreprises et les institutions à comprendre les dynamiques du changement à des fins de market research, d'innovation, encore de communication. Et je vais tâcher là dans les 10 minutes qui suivent d'introduire brièvement notre sujet avant de laisser la parole à Fabien et d'engager la conversation avec nos invités. Alors, la mobilité, c'est peut-être pas le premier sujet qui vient à l'esprit quand on s'intéresse aux jeunes. Et pourtant, comme tu l'as dit, Fabien, les enjeux de mobilité, enfin les enjeux liés au déplacement, sont au cœur du mode de vie des adolescents, qu'ils habitent en centre-ville, en banlieue ou dans des zones rurales. Par définition, l'adolescence, c'est l'âge où on se frotte à l'autonomie, à la liberté de déplacement. Par ailleurs, lorsqu'on pense mobilité des jeunes, c'est souvent l'image de la jeunesse des centres-villes et des grandes métropoles qui vient à l'esprit, plutôt celle de la mobilité urbaine avec son flot de trottinettes, de vélos, de scooters, de motos. Plus rarement la jeunesse des campagnes, qui a longtemps été négligée, voire déconsidérée dans le débat public, l'imaginaire collectif et les productions culturelles, même si on va le voir au fil de cette présentation, elle connaît un regain d'intérêt depuis quelques années. Cette jeunesse dorée, donc, c'est celle à laquelle s'est intéressé, par exemple, Nicolas Mathieu dans son roman Et leurs enfants après eux, donc, qui est paru en 2018, qui traite de l'adolescence dans les années 90, dans cette France périurbaine, des villes moyennes, des zones pavillonnaires, des campagnes et des ZAC, et dont, par un curieux effet de calendrier, l'adaptation cinématographique est sortie en salle hier. Comme je le disais, on assiste aujourd'hui à un glissement culturel puisque cette jeunesse rurale est en train de se faire une place plus importante dans les productions culturelles et les représentations médiatiques. On a vu France TV Slash lancer Déter à l'automne dernier, qui est une série qui raconte le quotidien d'élèves dans un lycée agricole de Bretagne et qui fait le choix de dresser le portrait d'une jeunesse plurielle, renversant d'une certaine façon les préjugés, les clichés sur la campagne. On pourrait également citer le film 20 Dieux de Louise Courvoisier, qui sort en salle la semaine prochaine et qui nous plonge dans la jeunesse rurale d'un petit village du Jura. Ce que partagent ces deux fictions, c'est le fait de s'inspirer de vrais adolescents pour construire leurs personnages et leurs récits. Et donc, en quelque sorte, elles vont participer à démystifier en fait une jeunesse qui s'est longtemps trouvée représentée de manière simpliste et manichéenne, pour ne pas dire caricaturale, quand elle n'était pas tout simplement absente.
Quand on regarde un peu maintenant la littérature académique, on s'aperçoit qu'en fait, la jeunesse des campagnes, elle a longtemps été un angle mort de la recherche universitaire en sciences sociales, qui s'intéressait davantage au mode de vie des jeunes urbains. Pendant longtemps, il y a eu une seule étude de référence qui était Les gars du coin de Nicolas Renaï, qui était en fait donc une enquête qui était publiée en 2005, qui était un peu une des premières enquêtes sur la jeunesse rurale, qui a permis de montrer la vie et les difficultés de jeunes classes populaires dans les espaces ruraux, à rebours de la plupart des enquêtes sociologiques de l'époque qui étudiaient plutôt la jeunesse urbaine. Depuis quelques années, on a de nouveaux travaux qui confirment en fait un intérêt croissant pour le sujet. On a vu la parution en 2019 de Ceux qui restent de Benoît Coquart, qui est sociologue à l'INRAE, qui travaille sur les milieux ruraux et les classes populaires. Donc il s'agit là d'une enquête immersive de plusieurs années dans la région Grand Est. Et 2 ans plus tard, on a vu paraître Les filles du coin de Yael Amselem-Mingui, qui est une enquête qui a été menée dans les Deux-Sèvres, les Ardennes, la presqu'île de Crozon et le massif de la Chartreuse, auprès de collégiennes, de lycéennes, de jeunes actives issues de milieux populaires qui ont grandi en zone rurale et qui venaient apporter un éclairage féminin finalement à tout un travail qui a commencé pratiquement 20 ans plus tôt. Ce qui est intéressant, c'est que si on s'intéresse en fait à la sémantique qui est utilisée, c'est une population qui semble mise à distance, assignée à résidence, qui est étudiée finalement à travers le champ lexical de l'immobilité. Et la question qui revient sans cesse quand on se plonge un peu dans ces travaux, c'est la suivante: partir ou rester? C'est aussi une jeunesse qui, plus récemment, est revenue dans le débat public à la faveur de l'actualité politique des derniers mois, dans le double contexte des élections européennes et législatives, avec la viralisation, notamment sur Twitter, du hashtag Vivement le 9 juin, et la popularité croissante auprès d'une partie de cette population, la figure de Jordan Bardella. Arte a consacré un reportage, enfin un documentaire au printemps dernier à cette population, intitulé donc La jeunesse n'emmerde plus le RN, un clin d'œil au refrain de la fameuse chanson des Berruriers Noirs, pour ceux qui ont la référence, en dressant le portrait de 4 jeunes habitants de Saint-Étienne qui tous ont décidé d'adhérer au Rassemblement national. Ce que je voudrais dire ici, c'est que, outre, on va dire, la polarisation de d'une partie de cette jeunesse, c'est aussi, enfin, on est face à des jeunes qui, pour une partie d'entre eux, en sont en recherche de liens sociaux, qui ont choisi non pas de partir, mais plutôt de rester pour rendre leur lieu de vie plus attractif, comme Tom ici, vous pouvez voir à gauche, donc un jeune agriculteur de 21 ans qui habite un village de 730 habitants. Si on s'intéresse maintenant plus précisément en fait à la question qui nous concerne, donc de la mobilité, je voudrais citer ici l'étude de l'Institut Terram et de Chemin d'avenir qui a été publiée en mai 2024, intitulée Jeunesse et mobilité, la fracture rurale. C'est une étude qui me paraît extrêmement importante et relativement inédite dans le paysage des études, qui jette un regard assez nouveau sur le sujet et qui va établir une corrélation entre l'accumulation des entraves à la mobilité chez les jeunes ruraux et périurbains et le vote pour le Rassemblement national. Je vais juste reprendre quelques chiffres qui me paraissent clés pour bien comprendre le sujet. Le premier, c'est 2h37, qui est le temps que passent les jeunes ruraux issus de communes très peu denses dans les transports chaque jour. 528 euros, qui est le budget mensuel moyen d'un jeune rural pour les transports, contre 307 euros pour les jeunes urbains. On a près d'un jeune rural sur deux qui a déjà renoncé à la pratique d'activités culturelles en raison de contraintes de déplacement. 69% des jeunes ruraux qui déclarent utiliser chaque jour la voiture, contre 38% des jeunes urbains. Et enfin, 40% des jeunes ruraux qui ont voté Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle de 2022, contre 18% des jeunes urbains. Quand on regarde un petit peu, enfin de plus près les comportements de mobilité, on se rend compte que c'est souvent au lycée en fait que ces entraves commencent ou en tout cas s'expriment de manière assez frontale, avec la difficulté parfois dans les communes peu denses pour certains élèves de se rendre dans leurs établissements scolaires en transport public. Il y a vraiment cette idée qu'habiter à la campagne, c'est souvent habiter loin, que rater son quart du matin quand il y en a qu'un qui passe par jour, c'est prendre le risque de rester bloqué toute la journée chez soi, que vivre en zone rurale, en fait, revient à évaluer sans cesse ces différentes options de mobilité et mettre en place, en fait, des solutions pour contourner l'absence de transport en commun. Pour beaucoup d'adolescents, en fait, les freins au déplacement sont vraiment un problème quotidien et le permis de conduire est bien souvent le seul horizon, celui qui va tout changer, le début de la liberté. Alors, c'est dans ce contexte, en fait, qu'on peut analyser le succès des voitures sans permis auprès des lycéens. On en avait parlé lors d'un précédent The Move au moment du lancement de l'AMI, sans présager que ce serait un tel succès. Mais ce qui est intéressant, c'est que on est face à un mode de transport qui attire aussi bien les jeunes lycéens des villes que des champs. Quand on regarde les intérêts de recherche Google autour de la voiture sans permis, on s'aperçoit de 3 choses. La première, c'est qu'on a un intérêt global qui se confirme avec une trajectoire qui est légèrement ascendante. On a eu 455 000 recherches pour le mois de septembre en France, qui n'est pas très éloigné de ce qu'on avait pu observer au moment du lancement de l'AMI. La seconde, c'est qu'il y a un fort effet de saisonnalité. On a des pics de recherche qui sont très forts en août-septembre, qui pourraient s'expliquer ou être appuyés par la perspective de la rentrée scolaire, et des périodes de creux en fin d'année, le mois de novembre et décembre, bien entendu. Et la troisième, c'est qu'à l'exception de la Corse, en fait, qui arrive en quatrième position, on a un intérêt qui s'exprime en premier lieu dans le nord-ouest de la France,
puisque les 4 régions qui ressortent sont la Basse-Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, la Haute-Normandie et la Picardie. Ce qui confirme du coup l'ancrage, enfin en tout cas de l'intérêt pour ce mode de transport dans les territoires. Et c'est vrai que souvent, pour les parents, c'est une alternative qui est jugée plus sûre que les deux roues, notamment dans des territoires où les transports en commun font défaut. Alors on serait tenté aussi de se demander si avec l'abaissement du permis à 17 ans, la voiture sans permis serait pas susceptible de devenir un véhicule de transition entre le collège et le lycée pour une partie de la jeunesse. L'autre grand champion de la mobilité individuelle en zone rurale, c'est la trottinette électrique, dans des proportions encore plus spectaculaires. C'est du simple au double en termes de volume lorsqu'on regarde les intérêts de recherche Google, et avec une distribution géographique cette fois un peu plus, enfin une meilleure distribution géographique, parce que les 5 régions qui ressortent sont le Nord-Pas-de-Calais, le Languedoc-Roussillon, la Champagne-Ardenne, la Picardie et la Haute-Normandie. Alors, vous remarquerez que j'évoque volontairement les anciennes régions administratives, car on est tributaire des données Google, et Google, visiblement, n'a pas fait sa mise à jour depuis 2016. Ce qui est intéressant avec la trottinette électrique, enfin, en tout cas frappant, c'est qu'on a une petite communauté d'utilisateurs de trottinettes électriques qui est très présente sur TikTok, qui est très masculine aussi, qui va discuter modèles, tricks et puis hack pour débrider sa trottinette. Alors, c'est pas un phénomène nouveau, hein, comme le faisaient les générations précédentes avec les scooters et les motos, mais avec des vitesses là qui me paraissent assez extrêmes pour ce type d'engin. Il y a évidemment là-dedans une dimension transgressive qui est assez évidente, qui est propre à l'adolescence, j'ai envie de dire. Il y a certainement derrière pas mal d'ennuis aussi, mais on est tenté de se demander si ces vitesses folles que recherchent les ados sont pas aussi liées aux longues distances et à l'enclavement. Enfin, dans tous les cas, voilà, on est face à des pratiques qui sont à risque et on a un sujet connexe d'accidentologie qui semble difficile à ignorer. Alors, on a beaucoup parlé des hommes, mais si on regarde peut-être plus que pour les garçons, en tout cas, les jeunes filles sont encore plus dépendantes de leurs parents pour leurs déplacements. Je voudrais revenir ici sur l'exemple de la moto qui me paraissait intéressant. France Culture avait consacré un reportage il y a quelques années aux Scooby Girls 2, qui est une bande d'adolescentes d'Ozoir-la-Ferrière en Seine-Maritime, qui sillonnaient les routes en Seine-et-Marne, pardon, qui sillonnaient les routes en 2 roues et qui cherchaient à se faire une place dans un milieu très masculin. Donc pour elles, la moto, c'est vraiment un moyen de sortir d'une certaine léthargie spatiale en même temps qu'un objet de distinction sociale. On ne peut pas parler de révolution des usages ou de changement dans les comportements, puisque 92% des conducteurs de 2 roues motorisés sont des hommes. Mais on a vu émerger ces dernières années un léger glissement dans les représentations liées à la culture moto, qui tend à s'ouvrir également aux jeunes adolescentes. C'est un phénomène qui reste vraiment marginal, mais qui a été popularisé, entre autres, par la sortie il y a 2 ans de Rodéo, donc le film, pardon, de Lola Kivoron, qui se concentrait sur la vie d'une jeune femme dans le monde du cross-bitume. Tout ça nous amène à poser la question des attentes vis-à-vis des transports en commun qui sont nombreux en ligne, qu'il s'agisse de nouvelles dessertes de train, de fréquences et d'itinéraires de bus ou encore de leur prix. Et à cet égard, on a pu observer que pour certains jeunes, le Pass-Rail cet été a été un vrai levier en faveur de l'adoption d'une mobilité décarbonée. Je vais laisser Laurent revenir dessus plus en détail, mais on a aussi vu récemment la SNCF lancer 2 projets de trains légers pour les dessertes fines du territoire, le Drézy et le Téli. Et je vais terminer rapidement en soulevant de manière un peu prospective la question de l'avenir de la mobilité en zone rurale, en prenant volontairement l'exemple d'un projet qui a échoué, qui est Taxi Rail, donc qui est une expérimentation de train léger autonome à hydrogène qui a été lancée en 2017 et qui a pris fin cet été faute de financement. L'ambition de Taxi Rail était, je cite, de combler un besoin crucial dans le domaine de la mobilité rurale et périurbaine et du report modal décarboné en offrant une solution de déplacement flexible, efficace, pratique, respectueuse de l'environnement au profit du développement économique et social des territoires en marge. Voilà, donc je vais terminer là-dessus et redonner la parole à Fabien pour engager la conversation avec nos invités. Merci beaucoup Philippe pour ce premier éclairage. Effectivement, une transition avec nos experts intervenants, avec un dénominateur commun, tu l'as évoqué, qui est ce film et cet ouvrage et leurs enfants après eux. Laurent nous précisera un peu par rapport à ce que tu as présenté Philippe, comment il se situe un peu à côté des solutions qu'on a mises en exergue. Mais Hugues, je voulais donc commencer par vous et donc vous inviter tous les deux, Hugues et Laurent, à présenter votre activité, présenter l'institution pour laquelle nous vous avons sollicité aujourd'hui. Et finalement, quelle est la genèse de vos engagements et des convictions qui sont les vôtres sur les sujets que nous abordons aujourd'hui? Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, déjà pour revenir sur la question, sur la présentation que nous venons de voir, moi je retrouve vraiment ces éléments avec les échanges avec les jeunes que nous sommes amenés à recevoir dans nos interventions. La mobilité, souvent, c'est déjà avant tout une histoire de représentation. Et on le voit vraiment, et peut-être encore plus avec les jeunes en milieu rural. Et j'ai beaucoup aimé l'exemple de la voiturette.
Pour deux raisons, parce que effectivement, souvent on nous parle de liberté. La voiturette, d'ailleurs, je crois que c'était écrit, hein, la voiturette c'est une liberté. Et il y a aussi beaucoup plus de sécurité par rapport à un deux roues. Et ça intéresse à la fois les jeunes, mais également les parents. Les parents qui souvent d'ailleurs financent ces voiturettes. Pour donner un exemple très concret, donc la roue de secours, c'est une plateforme de mobilité solidaire. On intervient donc, on a été créé il y a 25 ans sur Besançon et on intervient maintenant sur l'ensemble du département du Doubs. Nous sommes 14 salariés, on a plusieurs actions, réponses si je puis dire. La première, c'est justement la location. On loue des véhicules à prix réduit de 3 à 7 euros par jour. On a des deux roues, des 4 roues thermiques et électriques. On a par exemple 40 voitures. On a ces fameuses 2 voiturettes électriques de type Citroën Ami. Et pour revenir là-dessus et finir, systématiquement, bah oui, pourquoi les voiturettes? Mais dès qu'on les loue, les personnes ne veulent plus les rendre. Et elles sont louées maintenant en permanence. Si tant est que si on pouvait élargir notre parc, très clairement, on sait qu'on pourrait en louer, je pense, entre 10 et 15 simultanément. L'année dernière, cette action de location, c'est 12 000 journées de location, ce qui veut dire donc 12 000 journées de travail, sachant que pour l'instant, en tout cas, c'est les personnes qui viennent nous voir, c'est uniquement pour les trajets domicile-travail. On a également 2 garages solidaires sur le territoire où on effectue pour des personnes envoyées par des travailleurs sociaux et dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté. Nos chefs d'atelier et mécaniciens peuvent effectuer des réparations et des ventes de véhicules à bas prix suite à des dons de collectivités, d'entreprises ou de particuliers. Ça, c'est ce qu'on peut appeler des réponses immédiates et réactives, mais en parallèle et peut-être même surtout, on fait du conseil en mobilité. Le conseil en mobilité, qu'est-ce que c'est? C'est de l'accompagnement. On commence par un bilan de compétences mobilité. Vous remarquerez que je mets souvent mobilité dans toutes mes phrases. Hein. Ne soyez pas étonnés. Et suite à ces bilans de compétences, on peut voir alors il y a bien sûr des freins matériels, mais pas que. Il y a des freins financiers, il y a des freins psychologiques, des freins cognitifs, des freins culturels, géographiques. On retombe sur le milieu rural. Et là, on peut mettre en place des parcours qui peuvent aller souvent, c'est des parcours de 3 mois, mais ça peut être plus long, évidemment, en fonction des personnes. C'est pas toujours simple d'utiliser un transport en commun. Si on prend une ligne, par exemple, de bus ou de tram que les personnes connaissent, ça peut aller, sauf exception. Mais si on leur dit de s'arrêter à un endroit qu'ils ne connaissent pas pour prendre un autre bus ou un autre moyen de transport, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Et pour beaucoup de publics, et y compris les jeunes, là, ça nécessite souvent un accompagnement. Et puis ces problèmes, parce que ça nécessite de sortir de sa zone de confort. Pour aller à un entretien d'embauche à un endroit qu'on ne connaît pas, ça peut être compliqué. Ça peut être cumulé aussi avec d'autres difficultés, l'illettrisme, l'illettronisme, la santé ou la garde d'enfants. On voit aussi qu'il y a beaucoup de personnes, ne connaissent pas les possibilités d'abonnement. Et souvent, ils vont prendre un bus ou par exemple, au prix fort, alors qu'ils peuvent avoir des abonnements à jusqu'à 2 ou à 20 euros par mois, par exemple. On intervient sur 2 départements ruraux, la Haute-Saône et le Doubs principalement. Et la demande, pour finir, la demande des publics les plus jeunes, c'est souvent quand même le coaching permis. Et on fait des évaluations code avant de s'inscrire en auto-école. On leur explique ce que c'est. Parce qu'un permis, ça ne s'obtient pas en 2 mois à 800 euros. C'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus coûteux. Donc, on fait faire des évaluations code, des savoirs de base code, des conduites et financiers. On relève s'il y a des problématiques. On voit aussi que dans le cas de parcours plus longs, il peut y avoir de la démotivation. Et pendant justement ces parcours longs pour obtenir le permis et le véhicule, on essaie de leur trouver des moyens alternatifs pour qu'ils puissent déjà se déplacer avant l'obtention du permis. Je terminerai sur une note un peu paradoxale. C'est souvent, ils souhaitent avoir le permis B et donc une voiture. Sur notre territoire, on est basé entre autres le constructeur Peugeot dans une culture voiture très forte. Mais il y a également une prise de conscience environnementale de plus en plus forte, même si évidemment en milieu rural, il y a un bémol par rapport à cette prise en compte. Ce sont des paradoxes sur lesquels on va revenir effectivement tout à l'heure. Hugues, en tous les cas, merci beaucoup pour ce premier témoignage. Laurent, je vous passe la parole pour justement que vous nous aidiez à situer votre intervention spécifique avec le groupe que vous animez par rapport à tous les sujets que porte Tech for Mobilité au sein de SNCF. Oui, donc rebonjour à tous. Donc moi je bosse à la SNCF, à la direction innovation et technologie du groupe.
à l'intérieur duquel il existe un accélérateur qui s'appelle Tech for Mobility en bon français. Et cet accélérateur a été créé il y a 4-5 ans avec comme objet de re-questionner et réinventer l'ensemble des mobilités adressées aux territoires ruraux et grands périurbains. Avec cette envie à la fois d'explorer ce qui fait l'ADN de la SNCF, c'est-à-dire les mobilités ferrées, mais d'aller au-delà du ferré et aussi d'explorer tous les types de mobilité. Et donc du coup, ce que vous devez avoir sous les yeux, c'est cette capsule et d'image. Donc il y a 3 programmes à l'intérieur de Tech for Mobility. Un premier programme qui s'intéresse à réinventer la mobilité ferrée pour les petites lignes rurales et d'aller chercher du coup à inventer des nouveaux mobiles ferrés beaucoup plus légers que le train classique. On est sur des plateformes de type plutôt bus, navette, et donc beaucoup plus légères en termes de maintenance et donc de coûts de maintenance pour les collectivités et pour les exploitants, avec des capacités d'emport beaucoup plus faibles que du train classique. Mais vu l'affluence qu'il y a aujourd'hui sur ces petites lignes, on considère que c'est suffisant. C'est 30 places assises et 80 places debout pour le Drési, qui est une navette pure ferroviaire. Le Flexi, c'est une navette qui est à la fois rail et route. Donc on est en train d'inventer une roue bimode dans le cadre d'un consortium avec Michelin et d'autres opérateurs. Donc une navette qui peut circuler sur le rail et au niveau des passages à niveau, sortir du rail pour aller sur la route sans changer de véhicule. Tout ça n'est pas de la science-fiction. On est sur des développements aujourd'hui, des prototypes qui devraient arriver fin 2026, début 2027. Deuxième programme qui est de réutiliser les anciennes emprises de voies ferrées pour en faire des routes intelligentes. On est sur du site propre, on est sur des tracés plutôt rectilignes, donc avec des kilométrages et des distances plus réduites que le réticulaire routier, et sur laquelle on peut du coup faire circuler des véhicules autonomes. Alors c'est pas pour faire circuler la voiture individuelle et la Tesla, c'est bien pour mettre du transport public et commun, donc des navettes, des bus de 30, 40, 50, 60, 80 places. Et on a une piste de test du côté de Nantes-Carquefou de 2 à 4 km pour tester différents types de véhicules et d'usages et augmenter la vitesse commerciale de ces véhicules jusqu'à 60, 70, voire 80 km/h si on le peut. Voilà, donc ça c'est les 2 premiers programmes qui restent plus ou moins dans l'univers ferroviaire. Et moi je dirige ce 3e programme qu'on appelle Nouveaux usages et services ruraux, qui a pour ambition de re-questionner l'ensemble des autres mobilités. Alors on est très centré sur les usages partagés de la voiture. On va y revenir tout au long de nos échanges, mais effectivement dans ces territoires ruraux et ce grand périurbain, il y a une drogue dure qui est la voiture, et pour cause, c'est quasiment la seule alternative aujourd'hui crédible qu'il y a pour se déplacer. Très peu d'offres de transport en commun aujourd'hui et très peu d'autres types de mobilité. Et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on re-questionne et réinvente tous ces usages pour augmenter la mobilité, réduire la dépendance. Alors c'est pas tant, d'ailleurs le combat c'est pas de réduire la voiture, le combat c'est de réduire l'usage soliste de la voiture. Moi je pense que la voiture est là encore pour longtemps. Alors thermique, électrique, peu importe, mais cette voiture qui répond quasiment à tous les besoins aujourd'hui, on va pas trouver j'aime bien utiliser le terme de méthadone avec un S pour remplacer cette drogue dure qu'est la voiture. En revanche, l'utiliser de manière servicielle, collective, partagée, et trouver les moyens de faire changer les comportements, donc en réinventant du transport à la demande, en réinventant l'autopartage, en réinventant du covoiturage, en retravaillant des stations rurales de mobilité pour rendre visible, je vais très vite, mais on y reviendra dans les échanges, pour rendre visible dans les centres-bourgs différentes solutions de mobilité, et puis aller jusque vers de la mobilité inversée dans le jargon, donc réinventer des camions de service et multiservices. Voilà, donc on travaille sur ces expérimentations, et je l'ai pas dit, l'idée c'est pas de rester en chambre et de dire il y a qu'à, faut qu'on, faudrait que. L'objet de Tech for Mobility, c'est de tester sur le terrain, de mettre en live à l'échelle 1 ces expérimentations. Donc il y en a qui ont été faites et terminées, c'est le cas du TAD rural, j'y reviendrai, ou des pro-voitureurs sur le covoiturage, et d'autres qui sont déjà, qui sont encore en cours et en live. Les 2 expérimentations des stations rurales et d'Actimob sont aujourd'hui en live expérimentées sur le pays de l'Andivisio, dans le Finistère, entre Morlaix et Brest. Ce que j'aimerais dire, et ça va terminer ce propos introductif, c'est que
de notre point de vue, il n'y a pas une solution, mais Hugues l'a dit un peu, mais des solutions. Et on le voit bien d'ailleurs, la présentation de Philippe est bien évidemment très bien faite. On parle de plus en plus d'usage, de mode de vie, de pratiques, et non plus seulement de mode de mobilité et d'outils. Et voilà. Et donc, quand on parle des usages, on voit la multiplicité des besoins et des contraintes dans ces territoires ruraux. Et effectivement, la solution, c'est les solutions. C'est mettre en place des alternatives en système pour pouvoir remplacer ou réduire l'effet de dépendance à la voiture. Et puis je vais m'arrêter là, on reviendra sur les échanges au fur et à mesure. Merci beaucoup Laurent pour cette passion que l'on ressent et ce premier témoignage. Vous avez employé le terme de méthadone, effectivement, et du coup, ça me fait une habile transition pour parler peut-être de métadonnées. Désolé pour le mauvais jeu de mots, mais on voulait faire une petite photographie rapide de qui sont les jeunes dont nous parlons. Et je vais essayer d'aborder ça rapidement. On verra le lien avec le film Grosse Fatigue tout à l'heure. Donc ces jeunes, finalement, déjà situons-les dans la population française. Donc c'est par rapport aux 52 millions et quelques de Français de 15 ans et plus, près de 12 millions de personnes en France qui sont âgées de 15 à 30 ans. Et parmi eux, près de 4 millions sont des jeunes qui vivent dans des territoires ruraux ou dans des communes des agglomérations de 2 à 20 000 habitants. Donc finalement, ces jeunes non urbains représentent 7% des 15 ans et plus et un tiers des jeunes en France. Et on voit à droite quelques caractéristiques particulières. Donc ce sont des jeunes qui font des études, mais un petit peu moins que les jeunes urbains. Ce sont par conséquent des jeunes qui sont un petit peu plus actifs, dont le niveau d'études est inférieur aux jeunes urbains. Et si je descends en bas du tableau, c'est naturel vu l'environnement dans lequel ils vivent. On voit qu'ils habitent en maison dans plus de 80% des cas, soit près du triple des jeunes urbains, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'étalement urbain, mais aussi, pourquoi pas, sur des possibilités plus aisées de recharge électrique, etc. Ces jeunes, on s'est également adressé à eux grâce à nos collègues de l'équipe Opinion dans le cadre d'une grande étude qui a été réalisée pour le groupe La Poste et qui s'intitule, vous le voyez, Surmonter les fractures et recréer du commun dans une société française en tension. Donc on a extrait quelques résultats qui nous ont paru extrêmement intéressants sur nos jeunes non urbains. Déjà, dans un premier temps, quand on leur demande de décrire la société française, on voit que dans près de 90% des cas, ce sont des considérations négatives qui nous sont citées, 10% seulement de considérations positives. Là où je vais nuancer le propos, c'est que, vous le voyez, ce qui arrive en premier, c'est une société qui transparaît comme étant égoïste, manquant de solidarité, privilégiant l'individualisme. En seconde position, des éléments purement économiques autour de la cherté de la vie, de l'inflation. Mais quand on s'intéresse à nos jeunes non urbains, on s'aperçoit que par rapport au reste des jeunes et à la totalité de la population française, ils considèrent la société comme moins agressive, moins violente que les autres, également comme moins inégale et moins discriminante. Donc c'est quand même un élément qui nous permet d'entretenir un peu d'espoir. De la même manière, on a demandé à ces jeunes s'ils considéraient que c'était mieux ailleurs, c'est-à-dire hors de France, dans des pays dont ils ont la connaissance, et on voit immédiatement donc des fractures qui se créent. On voit finalement que l'opinion de ces jeunes non urbains est plus grave finalement, plus négative que celle des jeunes des zones plus denses, mais finalement, elle se rapproche plutôt de la totalité de la population française. En tous les cas, on enregistre auprès d'eux un moins bon accès perçu aux services publics, quand on compare les jeunes non urbains versus les jeunes urbains, également un accès plus compliqué au système de santé, au système de soins de qualité, on y reviendra. On s'intéresse également bien sûr aux fractures et en particulier aux fractures entre les territoires des villes et les territoires des campagnes. Et là encore, donc un constat qui est assez important. On voit qu'il y a 10 points d'écart dans le fait de considérer que les inégalités entre les personnes qui vivent en ville et celles qui vivent à la campagne s'accroissent au fil du temps. Alors là, on posait la question à une échelle de 20 ans qui est un peu extrême pour des jeunes que l'on a considérés entre 15 et 30 ans, mais malgré tout, on voit cette notion d'aggravation et qu'on enregistre en particulier à hauteur de 58% chez les jeunes des communes rurales. Enfin, on a demandé à ces jeunes s'ils considéraient que leur vie était dictée par des contraintes. Et là aussi, donc, on voit un écart. Ils sont 47% de nos jeunes non ruraux à indiquer que oui, leur vie est conditionnée par des contraintes. On voit un écart de 5 points avec l'ensemble des jeunes. Un écart qui n'est pas si important avec la totalité de la population française, qui émet un avis un petit peu plus négatif. En revanche,
c'est dans la population des jeunes des petites agglos de 2 à 20 000 habitants, donc des agglos dans lesquels on a probablement un début d'accès à des services et des loisirs, mais peut-être pas autant, avec un peu de frustration par rapport à ce qu'on peut imaginer dans les grandes agglos. Donc c'est sur cette population que la situation semble un peu moins bien perçue. Alors l'état d'esprit du moment, c'est là que se fait le lien avec le film Grosse Fatigue, c'est que quand on demande le premier mot qui vient à l'esprit pour décrire à chacun son état d'esprit du moment, eh bien c'est le mot fatigue qui est cité en premier. Donc on le voit, il est cité par 33% des jeunes non urbains. Cette notion de fatigue, alors qui est une fatigue physique, morale, intellectuelle, psychologique, de manière très complète, elle est donc plus perçue chez cette population que chez l'ensemble des jeunes, et encore beaucoup plus que chez l'ensemble des Français. À l'inverse, là où on peut encore nuancer le propos, c'est que l'on voit que ces jeunes non urbains sont beaucoup moins nombreux à exprimer de la colère, du fatalisme, et à l'inverse, ils sont plus nombreux à exprimer de la satisfaction par rapport à leur état d'esprit. Donc une situation encore nuancée par rapport au reste de la population. Alors nos territoires sont-ils en renoncement? C'est un sujet qui a déjà été évoqué par mes chers collègues précédemment. On voit quand on les interroge que près de la moitié de nos jeunes non urbains expriment le fait qu'au cours des 12 derniers mois, il leur est arrivé de renoncer à des soins, renoncer à un rendez-vous chez le médecin. Et cette proportion, est supérieure à celle qu'on enregistre chez les autres populations. Bien entendu, la raison principale qui est évoquée, c'est l'éloignement géographique. À côté de ça, et c'est évidemment un aspect très important pour les jeunes, on a aussi près des 2 tiers d'entre eux qui indiquent avoir renoncé à sortir, donc à des loisirs. Et cette fois-ci, c'est avant tout pour des raisons économiques. Là aussi, il y a un gap important avec le reste de la population. Alors, pour terminer, un ancrage quand même au niveau local que l'on ressent plutôt comme positif et bénéfique, parce que quand on demande à ces jeunes non urbains de qualifier l'espace dans lequel ils habitent, eh bien 80% d'entre eux nous disent qu'il fait bon vivre là où ils sont, et on voit que c'est moins le cas chez les jeunes dans leur ensemble quand on inclut les urbains. En revanche, on ressent cette notion d'isolement des territoires à travers donc un dynamisme en termes d'offres de loisirs et de culture qui est très réduit. 37% de nos jeunes estiment qu'ils sont bien lotis en la matière. C'est la même chose sur le plan économique, avec 28% uniquement de situations positives, et donc au final des jeunes qui se sentent dans des territoires isolés pour la moitié d'entre eux. Donc finalement, par rapport à ces éléments très macro sur cette population des jeunes non urbains, mais je vais vous redonner la parole, Laurent, Hugues, pour avoir vos réactions et voir justement en termes d'insertion, d'inclusivité, donc de désenclavement des territoires, où en sont vos réactions par rapport à ce que vous avez déjà présenté auparavant. Laurent, éventuellement, si vous voulez commencer. Plusieurs réactions, effectivement. Puis je vais rajouter aussi quelques chiffres que j'ai en tête ou que je cite régulièrement. Déjà, peut-être se dire que la mobilité dans les territoires ruraux, elle a très longtemps été quelque chose d'invisible et par un biais cognitif qu'on a eu d'une France urbaine avec des catégories géographiques que des organismes publics nous ont mis dans la tête. Moi, durant mes études, on nous disait que la France était à 80% urbaine, et puis que le reste, c'était des agriculteurs, des paysans et des gens qui se débrouillaient très bien sans autre chose. Depuis quelques années, on commence à parler de gradient de densité, et l'INSEE a revu toutes ces catégories. Et on sait qu'on est plutôt aujourd'hui sur une part de la population rurale ou habitant dans un espace de type moins dense et qui représente entre 33 voire 37% de la population. Ça change énormément la donne. Et puis ça représente plus de 80% de la surface spatiale de la France hexagonale. Voilà. Donc déjà quand on dit ça, on change un petit peu de braquet sur l'intérêt et l'importance de travailler sur ces mobilités. La catégorie jeune à l'intérieur, contrairement à ce qu'on peut croire, peut-être là aussi, la répartition par âge dans les territoires ruraux, elle est peu ou prou la même que la que la répartition nationale. Il y a une toute légère, je crois, surpondération de personnes de plus de 65-70 ans, mais ça se joue à moins de 2%, je crois, donc c'est vraiment pas énorme. Et ensuite, ce qui est important aussi de dire, c'est que effectivement, la bagnole,
est rentré depuis les années 60-70 par tous les pores de notre peau et de notre pensée et est venu gommer tout le reste et toutes les mobilités. Je l'ai entendu encore aujourd'hui et je le redis, quand on dit ouais, c'est dur de prendre le bus, c'est dur de prendre le train, il faut accompagner. Alors moi je suis et on va y revenir, dans les innovations que je fais et de ce que j'expérimente, c'est pas de l'innovation technologique. Les solutions, elles sont là, elles existent et on va pas repenser je dis n'importe quoi, du taxi volant, des trucs souterrains, des machins et tout ça. Les solutions, elles sont là sous les yeux, on les connaît, et on est plutôt du coup dans des innovations d'usage, de comportement, et moi j'utilise plutôt tout ce qui est design, sciences comportementales, cognitives, psychologie, anthropo, ethno, pour aller chercher, et Hugues l'a dit, hein, quels sont les freins et les leviers qui font qu'aujourd'hui, quand une offre est très bien conçue dans la ruralité, on n'arrive pas à passer à l'usage et les gens ne changent pas de comportement. C'est pas de la technologie qu'il faut mettre en plus, c'est vraiment de l'accompagnement et des freins psychologiques souvent. Et donc, je reviens sur ma phrase disant, on nous dit souvent, ouais, prendre le bus, prendre le train, les gens savent pas, c'est compliqué et tout ça. Mais moi, j'ai envie de dire, mais conduire une bagnole, il n'y a rien de plus compliqué dans la vie. Et quand on compare entre monter dans un bus, monter dans un train, ou prendre un vélo et conduire une voiture, mais il y a 10 000 fois plus de complexité à conduire une voiture et à apprendre à conduire une voiture que tous les autres modes. Mais on a tellement été construit, et moi le premier, hein, j'ai habité de mes 15 ans à mes 18 ans dans la ruralité profonde, contraint par papa et maman pour se déplacer ou machin et tout ça, voilà. La voiture est devenue effectivement la liberté, et tout est dirigé, toute notre énergie est dirigée vers la voiture. Or, encore une fois, mais Hugues l'a dit, hein, apprendre le code, passer la conduite, le fric que ça coûte, le temps qu'il faut, les aptitudes, on appelle ça la motilité en sociologie, hein, c'est Vincent Kaufmann qui a réimporté ce terme de la biologie. Voilà, toutes les prédispositions dont on a besoin pour pouvoir se déplacer. Il y a eu une lourde vague d'influence pour que la voiture, les infrastructures, les stations d'essence, le permis, complètement, en fait, imbriqués avec notre mobilité et gomme tout le reste. Et donc, et je vais finir là tout de suite mon propos pour avoir de l'échange, mais pour moi, le premier sujet, c'est de déconstruire les imaginaires qu'on a autour de la voiture. Et aujourd'hui, les jeunes dans la ruralité, et même si on dit oui, l'écologie, oui, le machin, le truc, restent très attachés à cette drogue, ce que j'appelle cette drogue dure, et c'est pas leur jeter la pierre, hein. De toute façon, on n'a pas encore trouvé toutes les méthadones pour pouvoir se passer de cette voiture. Voilà. Mais il faut commencer par déconstruire, et pardon, je suis un peu long, mais je vais encore dire une chose, c'est que, et moi j'ai des enfants qui ont 9, 13 et 19 ans, on passe aujourd'hui l'attestation scolaire de sécurité routière. Mais elle sert à quoi, cette attestation scolaire de sécurité routière? Elle sert à se prémunir du danger de la bagnole, en fait. On apprend aux piétons à mouvoir dans la ville pour se protéger de la voiture. On apprend à faire du vélo pour se protéger de la voiture. Enfin, on voit bien comment c'est éduqué, enfin, quand mes enfants reviennent. Voilà, on passe la SR1, la SR2, le BSR, et tout ça, pourquoi? Pour aller vers le permis. Mais pourquoi est-ce qu'on commence pas par les transports en commun? Pourquoi est-ce qu'on commence pas par la marche en 1 et de savoir, c'est pas la marche contre la voiture, c'est la marche. Et dans la ruralité, c'est encore plus flagrant. Bon, Du coup, merci Laurent, vous avez quasiment déjà à l'instant répondu à une question qui venait d'être posée sur le fait de promouvoir la marche comme premier mode de transport. Peut-être qu'on y reviendra. Hugues, une réaction et des commentaires? Oui, moi je me retrouve à la fois dans l'étude, mais les propos de Laurent. Quand on parle effectivement de problèmes de mobilité et d'invisibles dont parlait Laurent, tout à fait. Il faut savoir que quand on reçoit nos publics, généralement on se doit, et on est là pour ça, c'est d'ailleurs toute la difficulté de notre travail, on se doit, nous, quasiment d'apporter une réponse individualisée au public. La mobilité, effectivement, c'est pour aller travailler, c'est l'essentiel, nous, de l'objet social, si je puis dire, de nos plateformes de mobilité inclusive, mais c'est aussi accéder plus facilement aux droits fondamentaux. Vous l'avez dit, mais c'est faire ses courses. C'est accéder à des rendez-vous de santé, à la culture, aller faire du sport, aller voir sa famille.
On a beaucoup de personnes, nous, qui viennent, dont voilà, suite à des divorces, il faut se déplacer parce qu'il faut aller chercher son enfant, il faut aller le ramener, garde alternée, garde partagée. Et on a des personnes, nous, qui sont très embêtées parce que, d'une part, il y en a un des couples qui déménage, par exemple, et comment on fait lorsqu'on n'a pas de moyens de transport disponibles sur le territoire? Donc, il y a vraiment cet effet de réponse individualisée. On parle aussi beaucoup de la problématique des transports en commun et souvent de la problématique du premier et du dernier kilomètre. Alors ça, c'est le premier et le dernier kilomètre, c'est souvent en milieu urbain. Mais dès qu'on est en milieu rural, pour le coup, c'est plus le premier, c'est les 5 premiers et les 5 derniers kilomètres. Et bien évidemment, c'est une moyenne. Donc, on a pour objectif, nous, on est clairement dans le domaine associatif que je représente aujourd'hui, on est clairement complémentaire à tout ce qui existe, tous les transports, transports en commun connus, bien sûr, le train ou les bus régionaux. Mais depuis la mise en place de la LOM, la loi d'orientation des mobilités, on se rend compte que beaucoup de communautés de communes ont pris la compétence, notamment dans le côté ouest et le côté nord on va dire de la France. Et soit ils ont la taxe versement transport, ce qui leur permet d'avoir ils obtiennent la taxe, ils recueillent la taxe versement transport des entreprises, ce qui permet de mettre en place des moyens complémentaires, mais certaines Comcom qui n'ont pas la chance de recevoir, de collecter cette taxe, ils ont une politique volontariste très forte. Ils mettent en place des transports à la demande. Il y a de multiples exemples. Il y en a. Il y a des mises en place d'antennes de location solidaires sur certaines Comcom pour aller au plus près des habitants. Les plateformes de mobilité telles qu'on existe, les services, on est complémentaires de tout ça. Et souvent, on essaie, nous, d'aller sur les zones blanches. Parce qu'aujourd'hui, en milieu rural, il reste des zones blanches. Les acteurs, le réseau mobile dont fait partie la route secours, on est 280. À mon sens, il n'y a pas de réponse unique. D'ailleurs, on le voit dans les 280 adhérents, il y a 280 structures différentes. Ça peut aller du transport à la demande de la Comcom, ça peut aller jusqu'à structure d'insertion par l'activité économique avec du transport à la demande, ça peut aller à une auto-école sociale, ça peut aller à une vélo-école. On a de plus en plus effectivement de vélo-école par rapport à ça. Mais la notion d'accompagnement au changement dont parlait Laurent, moi ça me paraît vraiment très 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 important. Et je finirai aussi, parce que je m'en voudrais de ne pas en parler, une des difficultés clairement de la mobilité et de ce changement en comportement qu'on sait faire, que font les agglos, que font la SNCF par exemple, que nous on sait faire aussi. Et pour faire ça, il faut des gens, il faut des personnes, il faut des professionnels pour permettre aux jeunes entre autres, mais pas que, de pouvoir justement changer peut-être de comportement. Pour ça, il faut des financements. Et aujourd'hui, très clairement, c'est une des difficultés. Alors, on est bien, la mobilité inclusive est inscrite dans la fameuse LOM, ce qui est déjà une réelle avancée très clairement. Mais aujourd'hui, par manque de financement puis de lisibilité sur ces financements, on a de moins en moins de possibilités. On a des idées. Je pense que j'en ai à peu près 1 à 2 par semaine, comme le disent mes collègues. Mais aujourd'hui, par exemple, je ne peux pas acheter des vélos électriques, voire même des voiturettes, parce que j'ai de moins en moins de financement, qu'ils soient publics ou privés par ailleurs. On va revenir effectivement dans quelques instants sur ces sujets-là et notamment sur cet aspect que vous avez soulevé tous les deux qui est l'accompagnement au changement de comportement, des sujets complémentaires à ce que vous avez déjà évoqué. Donc juste pour mémoire, vous l'avez déjà cité, l'abaissement de l'âge pour passer le permis de conduire, donc 17 ans depuis le début de l'année, avec un petit rappel d'éléments d'accidentologie. Donc les 14-34 ans, c'est un quart de la population française, mais c'est un gros tiers des tués sur la route et plus de 40% des blessés graves. Un sujet que vous avez abordé tous les deux et qui se retrouve dans l'étude que BVA Excite a réalisée pour la Poste, c'est justement ces paradoxes qu'expriment les Français en général et les jeunes en particulier. Je vais passer ça rapidement, mais effectivement, on a tous envie d'immédiateté dans l'accès à des services. On veut avoir le choix, on veut ne pas payer cher et réduire les contraintes. Et à côté de ça, on exprime l'envie de prendre du temps dans sa relation à la société, sa relation aux autres, de préserver les ressources naturelles, bien entendu, de créer du lien et de bénéficier d'une vie locale. Ces paradoxes, on les retrouve au niveau des Français, je le disais, des jeunes non urbains. On le voit ici illustré par quelques chiffres. Si je commence à droite, 81% de nos jeunes non urbains expriment le fait qu'ils sont favorables au maintien des petites lignes de train. Mais finalement, ils sont 69% à indiquer préférer utiliser la voiture que les transports en commun. C'est exactement, je crois, le chiffre que Philippe a cité en début de présentation.
De la même manière, 54% d'entre eux sont prêts à payer plus cher pour des produits locaux ou fabriqués localement, mais 74% indiquent que le prix est le premier critère lors d'un achat. Donc, ce sont des chiffres sur lesquels je ne m'attarde pas énormément, mais qui traduisent finalement donc ces paradoxes qui nous concernent tous, quel que soit d'ailleurs l'endroit où on habite. Et pour reprendre un point que vous avez cité, Hugues, quand vous indiquiez cette notion de premier dernier kilomètre ou de premier et dernier 5 kilomètres, ben voilà une question qui était posée dans l'étude à nos jeunes et à l'ensemble de la population. Est-ce que vous avez accès au transport en commun, donc ici à moins de 5 kilomètres ou moins de 20 minutes? On voit que seulement 58% des jeunes non urbains répondent oui à cette question. C'est forcément beaucoup moins que les jeunes urbains ou que l'ensemble de la population. Et vous avez raison de l'exprimer tout à l'heure, on est bien sur 5 km ou 20 minutes, ce qui représente déjà une frontière importante pour accéder à des solutions de transport public en particulier. Donc voilà, deux dernières remarques avant de vous repasser la parole. Donc effectivement, et Hugues, vous avez aussi lancé le débat sur le financement de ces solutions de transport. Donc on confond souvent sur le transport public rentabilité et modèle économique. Et puis, Philippe l'avait aussi exprimé dans son exposé, un petit rappel de ce que coûte le véhicule individuel avec un coût moyen qui peut atteindre 6 000 € par an. Finalement, là où on se retrouve tous, je pense, sur cette notion d'exemple par la preuve et de nécessité de faire changer des comportements. Laurent, vous êtes aussi abondamment revenu dessus. Donc voilà, je voulais vous redonner la parole sur ces sujets et finalement vous permettre de témoigner à nouveau sur les expérimentations, la manière dont vous proposez des formations pour que ces nouveaux comportements démarrent et surtout s'inscrivent dans le long terme. Je vous rejoins tout à fait. Aujourd'hui, on est très clairement confronté à un double enjeu. Il y a l'enjeu sociétal, améliorer la mobilité des personnes en précarité, notamment les jeunes en milieu rural. Mais il y a clairement aussi un enjeu environnemental. Répondre à l'urgence climatique, repenser l'aménagement et l'organisation des territoires, contribuer à la diminution des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on le ressent. C'est un paradoxe que vous avez soulevé à juste titre. L'accompagnement, nous... Déjà, c'est peut-être sensibiliser et démontrer. Des fois, c'est simplement peut-être, pourquoi pas, utiliser un comparatif. Lorsqu'on a des jeunes qui nous sont envoyés par les missions locales, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, de nombreux acteurs de Mobine sont des missions locales qui ont repéré des problématiques mobilité et qui ont monté des actions en direction de leur public jeune. Déjà, c'est le coût inhérent à chaque déplacement, en voiture, en bus, en vélo, voire même à pied. Ça, très clairement, ça parle, ça. Lorsqu'on parle de covoiturage, il y a le coût que ça peut représenter. Il y a aujourd'hui des employeurs, par exemple, qui peuvent donner des primes de covoiturage. Donc, c'est aussi leur parler de toutes ces nouvelles mobilités douces. Les vélos électriques, les trottinettes, les mobilités partagées. Alors, le covoiturage dont on a parlé, mais aussi l'autopartage. On a de plus en plus aujourd'hui de stations d'autopartage en milieu rural. Et il y a les solutions actives, effectivement, marché. Les solutions décarbonées, en tout cas, et puis peut-être le plus important, et Laurent en a parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui est multimodalité. Pourquoi pas venir, et ça se fait de plus en plus, en vélo, même si on est bien conscient que pratiquer le vélo en zone peu dense, c'est pas si simple que ça et pas si sécurisé que ça encore aujourd'hui, même s'il y a de nombreux progrès grâce aux collectivités. On se rend compte aujourd'hui que venir en vélo, mettre son vélo dans le TER ou le garer dans un endroit sécurisé pour prendre ce fameux TER et puis aller travailler dans le bourg-centre ou que sais-je dans l'agglomération, il y a vraiment un intérêt. Mais une fois de plus, il faut pouvoir expliciter ça. Il faut, pour moi, pour mettre en place de telles actions, il faut déjà animer sur un territoire, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui est là. C'est du travail de fond en fait. Ça peut être souvent avec les mairies, parce que les mairies sont clairement un des premiers relais sur les territoires ruraux. Donc faire de l'animation et puis acculturer les habitants. Et puis avec la mise en place d'expérimentations du type dont je vais te parler, puis j'imagine que Laurent va développer. Je terminerai peut-être pour donner un exemple, c'est dans le Haut-Doubs. Donc, moyenne montagne, de 900 à 1100 mètres, territoire frontalier. Là, en fait, c'était une structure d'insertion par l'activité économique qui était une recyclerie. Elle a répondu à un appel à projet qui s'appelle Teams, qui en gros répond au double enjeu sociétal et environnemental, porté entre autres par Mobine et le réseau Clair. Elle a mis en place un TAD, un transport à la demande, tout public.
jeunes, mais également seniors, pour répondre aux problèmes de santé par exemple. Évidemment, en lien avec les collectivités compétentes. Elle a mis en place, en partenariat avec la Route Secours, une antenne de location de véhicules thermiques et électriques. Aujourd'hui, elle a maintenant embauché une conseillère en mobilité inclusive. Et puis, ils sont en train de réfléchir à un chargé de développement et d'animation sur le territoire. Je précise que toutes ces actions, elles sont financées par les Comcom et les CIAS, parce qu'il y a toujours cette action sociale. Tout ça pour dire que ça évolue, ça va dans le bon sens, on a les idées, et le pouvoir travailler tous ensemble, justement, à la résolution, à la mise en place de ces nouvelles solutions de mobilité, c'est possible. C'est possible. Et d'ailleurs, merci pour l'étude, parce que ça montre à quel point c'est possible, voire même nécessaire et primordial. Oui, c'est bien le mot que j'allais employer, nécessaire, effectivement, par rapport aux enjeux de ces territoires. En particulier, Hugues, vous avez cité les missions locales, il y avait une question à ce sujet, mais comme on manque un petit peu de temps, je vais me permettre de redonner la parole à Laurent et de faire d'ailleurs le lien avec une autre question qui a été posée, et vous l'avez déjà évoqué, Laurent, tout à l'heure, on parle de mobilité, mais vous avez aussi parlé de raccourcissement des distances en faisant en sorte que des services en particulier puissent être rendus directement dans les territoires. Mais je vous laisse une parole libre, bien entendu, sur ces sujets. Ouais, alors je vais être un peu décousu, mais effectivement, donc les réactions. Je vais revenir sur l'accidentologie. C'est un sujet qui a un peu un angle mort. Pardon pour le jeu de mots, il est pas très heureux, mais c'est un vrai sujet dont on ne se sert pas comme levier. L'accidentologie routière, elle montre. Il y a eu, et je l'ai sous les yeux là, j'ai regardé avant la table ronde, un livre de Mathieu Grossetête qui s'appelle Accidents de la route et inégalité sociale. Alors, il date un petit peu, mais quand on regarde les chiffres aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Le volume a baissé, mais pas la répartition. Et il dit, et je vais le citer, la mortalité routière apparaît comme un révélateur particulièrement pertinent d'un des facteurs sociaux les plus importants en matière de risque d'accident, la répartition des populations dans l'espace et la relégation des catégories populaires dans la périphérie des villes. Chaque année, un peu plus de 80% des tués en voiture l'ont été en race campagne. Voilà, donc, et les jeunes, et vous l'avez dit dans l'étude, hein, dans ces 80% qui sont en race campagne, c'est les 18-24 ans qui sont la première catégorie de tués. Et quand on lit Yael Msalem Menghi, quand on lit Gona Koka, quand on lit tous les sociologues qui ont travaillé sur les territoires ruraux, tous nous disent, toutes les familles rurales ont, dans un cercle proche ou voisin, la connaissance d'un jeune mort sur la route. Voilà, donc il y a aussi, il y a aussi un vrai enjeu sociétal et de santé que de trouver des alternatives. Et ça fait le lien, je viens d'y penser là, mais on parle du covoiturage. Aujourd'hui, il y a énormément d'employeurs qui mettent un frein au covoiturage durant des trajets professionnels de leurs employés et tout ça. Il y a des assurances qui veulent pas assurer justement des trajets professionnels de covoiturage. De plus en plus d'études démontrent que la pratique du covoiturage réduit l'accidentologie routière. Parce que quand vous avez quelqu'un dans la voiture, vous faites attention et vous avez plus le souci de la responsabilité des personnes que vous transportez et ça réactive l'attention plutôt que d'être tout seul dans une voiture. Donc il y a, je pense, un gros champ là aussi pour lever des freins aujourd'hui au covoiturage, notamment au covoiturage soit entre collègues ou même de trajets professionnels. Quelque chose auquel je crois très très fort depuis que ça fait vraiment 4-5 ans que je bosse à 100% que sur les mobilités rurales, c'est qu'il faut sortir du débat des experts et la mobilité ne doit plus rester un sujet d'experts de mobilité. Et effectivement, alors la LOM va dans le bon sens, sans doute que les services express régionaux métropolitains, ces nouveaux outils de politique publique intermodaux aussi, mais on peut plus traiter la mobilité dans un couloir de nage et avoir l'urbanisme à côté, le logement à côté, l'alimentation à côté, la santé à côté. Et en fait, la mobilité, elle est à la racine. On se déplace pas pour le plaisir. Enfin, si, il y en a qui font de la randonnée, du vélo pour le plaisir, mais c'est epsilon. On se déplace parce qu'on a un besoin. Je vais voir ma grand-mère, je vais acheter mes courses, je vais au boulot, je vais voilà tout ça. Et donc, c'est bien en travaillant sur la congruence et la cohérence entre une politique d'urbanisme, une politique d'alimentation, de services et la mobilité que l'on va pouvoir effectivement
retravailler l'aménagement des services du territoire et de la mobilité. Un chiffre. En 1980, 25% des communes françaises n'avaient pas de service ou de commerce. Cette année, et c'est un chiffre de la DGE du ministère des Finances, donc on ne peut pas les accuser, voilà, c'est 62% des communes qui n'ont plus aucun service ou commerce. 62%, c'est 21 000 communes. Donc quand on dit qu'il faut réaménager les services, réaménager les espaces, pour pouvoir revoir la mobilité de proximité, il y a un vrai enjeu là-dessus. On peut, et je le redis, je me répète, mais il ne faut plus que la mobilité soit un sujet d'experts de mobilité. Il faut que ce soit un débat effectivement fait et qu'on ouvre et qu'on parle de système et d'aménagement du territoire. On travaille d'ailleurs dans nos expérimentations. Je l'ai dit à la fin, là, il y a un projet qui s'appelle Actimob, activité mobile. Alors où on réinvente du camion de service. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bon, les food trucks, il y en a partout, il n'y a pas d'innovation. Mais nous, ce qu'on fait, c'est que dans le même camion et pour le même CAPEX, on se dit qu'on peut avoir une pluralité de services, une espèce de tiers-lieu, où on mixe à la fois du service public, et on s'adosse à une maison de service public, et du commerce local. Et c'est là où on innove, c'est que, pardon, je vais le dire comme ça, mais imaginez, on met un représentant des impôts avec le charcutier du coin dans le même camion pour faire une tournée. Et puis, il y aura la poste, et puis il y aura un assureur, et puis il y aura un fleuriste, et puis il y aura les URSSAF, ou les missions locales, ou l'action sociale. Vous voyez le choc de culture et de mettre en place dans un camion, donc 2 espaces exigus, cette typologie de service, et de les mettre en coactivité, et ainsi avec le même CAPEX, le même investissement de camion, une communauté de communes, une AOM, peut réadresser 2, 4, 6, 8, 10 services différents et des tournées sur une semaine auprès, donc là on est dans le pays de l'Andivisio, donc on est sur une vingtaine ou une trentaine de communes de la Comcom. Dernière chose, et j'ai fini, pardon, modèle économique. C'est très important aussi de déconstruire des images qu'on a là-dessus. Quand on est en ville, que vous prenez le bus, le train, ce que vous voulez, le transport public, il est subventionné, allez, grosso modo, à hauteur de 70%. Il n'y a pas de modèle économique rentable du transport public. Dans la mobilité, sur les territoires peu denses et ruraux, c'est la même chose. S'il y avait de la rentabilité sur des services commerciaux, il y a longtemps que des Uber ou d'autres seraient déjà allés sur ces territoires-là. On est sur un modèle économique qui existe, qui est le modèle économique du transport public. Et donc, après, on joue sur le taux de couverture, on essaie de faire en sorte qu'effectivement, ce qui est supporté, subventionné par la collectivité soit le moins présent possible. Mais, encore une fois, on est sur un modèle économique du transport public et la voiture et tous les usages dont on parle et dont Hugues a parlé doivent s'appuyer sur ce modèle économique du transport public dans les territoires ruraux. Et donc là, on rentre dans, oui, il faut revoir la fiscalité locale, oui, il faut revoir comment les versements mobilité. Il y avait des amendements dans le budget dont on parle plus aujourd'hui qui prévoyaient de pouvoir assouplir la levée du versement mobilité, et ainsi de suite. Enfin bon, là, on rentre dans des débats, mais voilà, il faut sortir de l'expertise de mobilité et rentrer dans un système avec tout le reste. Je crois qu'avec vos 2 témoignages, on a bien compris cette notion d'expérimentation et d'apport à la fois des citoyens, des associations, de l'ensemble des acteurs, au-delà effectivement des experts de la mobilité. Alors je suis désolé, on est pris un peu par le temps, on est un petit peu débordé par rapport à ce que l'on avait prévu. Il y a eu un certain nombre de questions auxquelles des réponses ont été apportées, d'autant plus que je n'étais pas forcément le plus qualifié, des questions très sociologiques, voire politiques, qui ont été soulevées à juste titre, mais vous trouverez des réponses dans l'étude que BVA a réalisée pour le groupe La Poste, dont les résultats sont disponibles sur notre site. Le lien a été donné. Le replay sera bien entendu disponible. Je vais simplement donc vous remercier, mes chers collègues Hugues, Laurent et Philippe, pour votre contribution très éclairée à ce webinaire. Et je vais me permettre, pour terminer sur des notes positives et toujours en faisant référence à ce film Leurs enfants, proposer une note musicale qui malheureusement va vous rester en tête toute la journée, mais c'est ce qu'on fait d'habitude à la fin de ces webinaires. Et on vous donnera rendez-vous avec toute l'équipe, avec l'équipe com et avec les équipes études qui ont contribué à construire ce webinaire pour un 7e épisode qui interviendra probablement courant 2025. Donc merci beaucoup, passez une belle fin d'année, de bonnes fêtes et à très bientôt.